Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Nieto, le directeur d'Alytic, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouveau format de rencontre de la filière numérique de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un format de masterclass, voilà, où on a le plaisir d'accueillir Marie Truchassou, qui est consultante en digitalisation RH et gestion de crise à l'international, et qui va nous faire un retour d'expérience, des préconisations et nous partager de bonnes pratiques dans un cadre de crise à peu près permanente, notamment cyber. Voilà, cette opération est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et organisée conjointement entre les clusters Alytic, Digital Aquitaine et SPL. Voilà. Je te laisse la parole, Marie. Merci encore pour cette intervention. Alors, je vais déjà me présenter un peu rapidement. Limougeaude d'origine. Je suis spécialisée en ressources humaines internationales et par la force des choses, parce que j'ai beaucoup, on va dire, valdingué géographiquement, mais aussi en termes d'industrie. Je me suis retrouvée dans le domaine IT. J'ai fait 5 ans en Inde, à Mumbai en particulier, pour Atos, donc dans l'informatique. Je gérais la zone Asie pour mon scope d'expertise. Et donc, c'est vrai que l'interaction avec l'Alytic, on a décidé de traiter, on va dire, le problème de crise et aussi un peu de cybersécurité. Alors après, je ne suis pas une experte en cybersécurité, je vais essayer de vous donner peut-être une approche un peu plus l'impact sur les organisations en tant que RH aussi, parce qu'il faut gérer vis-à-vis de vos propres salariés, mais aussi, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez peut-être étendre sur la vision client aussi par rapport à ça et comment vous pouvez être impacté en termes d'organisation et peut-être avoir des solutions. C'est surtout des pistes de réflexion, une boîte à outils, un partage d'expérience aussi, quelque part. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc, pour la gestion de crise, je pense qu'on est tous conscients que ce qui nous paraissait improbable auparavant peut arriver du jour au lendemain. Je pense qu'on est dans une période très compliquée puisqu'on n'a aucune visibilité, aucune possibilité d'anticipation. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne sait pas si le conflit peut s'éteindre. Je dis sur le fait que, quoi qu'il arrive, on aura certainement un effet domino qui va nous atteindre dans une certaine mesure. C'est difficile au jour d'aujourd'hui de vraiment pouvoir anticiper pleinement l'impact, puisque les choses sont toujours en train de se développer. Toujours est-il que moi, de mon côté, donc je suis en freelance et je fais du conseil aux organisations. De plus en plus, j'ai des demandes pour être dans une dimension peut-être un peu plus proactive sur la gestion de crise. Je pense que ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on ne peut jamais tout prévoir. Je pense que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est assez représentatif. Par contre, on peut essayer d'être préparé pour réagir. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc, pour la gestion de crise, j'ai essayé d'aller un petit peu dans les basiques. Personnellement, j'ai un profil donc, très international. J'ai des certifications américaines. Donc, vous verrez peut-être que j'ai une petite American touch, mais je trouve que c'est toujours intéressant parce que ça peut nous amener à réfléchir et à prendre les choses avec une autre approche plutôt que celle typiquement franco-française, on va dire. Donc, j'aime beaucoup les citations, où je vous ai sélectionné certaines citations. Alors, elles sont en anglais. Je pense que ça va vous challenger sur le fait de parler en anglais, mais je vais vous les traduire. Donc, des sense and deal with problems in their smallest stage before they go bigger and become fatal. Donc, c'est Pearl Zhu, qui est spécialisée dans tout ce qui est digitalisation, qui a publié des livres sur cet aspect-là, elle est extrêmement intéressante. Elle est d'origine chinoise, mais elle vit aux US. Et donc, ce qu'elle essaye de dire par là, c'est qu'il faut gérer les problèmes à leur état initial avant qu'ils deviennent plus importants et qu'ils puissent éventuellement devenir fatals pour une organisation. J'aime beaucoup aussi Dan Farmer, qui travaille chez Mercedes-Benz et qui a notamment dit « If security were all that mattered, computers will never be turned on, let alone hooked into a network with literally millions of potential intruders. » Donc, si on traduit, il essaye de partager le fait que si vraiment la sécurité était vraiment l'aspect qui devait prévaloir, on n'aurait jamais des ordinateurs allumés et encore moins mis en réseau avec des interactions et des possibilités d'intrusion, on va dire des millions de potentialités d'intrusion. J'aime beaucoup aussi Gary Cohn, qui est vice-chairman d'IBM et qui dit « If you don't invest in risk management, it doesn't matter what business you're in, it's a risky business. » Si vous ne prenez pas la problématique de gestion de risque dans une certaine mesure au sein de votre organisation, au sein de votre stratégie, forcément, votre activité va être risquée parce que vous n'anticipez pas. Donc, si nous revenons à la présentation, je vais essayer de revenir. Là.
La définition de gestion de crise, que ce soit gérer un risque de cybersécurité, un risque naturel ou politique, voire même militaire, comme on peut voir en ce moment, notre monde devient de plus en plus risqué pour les organisations et malheureusement, les derniers événements nous prouvent que ce risque, bien qu'initialement invraisemblable, peut devenir réel et excéder nos prévisions. Donc, il est important d'avoir une approche socle de la gestion d'un incident qui, bien que générique, permettra d'être déroulée, quelle que soit la nature de l'incident, et aura pour objectif de minimiser l'impact et permettre à l'organisation de s'ajuster à la nature, au degré et à la temporalité. S'il est possible, bien sûr, de l'anticiper, du risque considéré. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Ukraine, et je pense que c'est tellement d'actualité, c'est qu'on n'a pas du tout connaissance de la temporalité du risque que nous vivons aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour les organisations. Je vais vous partager aussi quelques basics que j'ai essayé de... Ça marche pas ? Ok. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas le mettre en plein écran. C'est bon ? Ok. Donc, pour la gestion de crise, pour les basiques, j'ai essayé de reprendre les choses du début pour les personnes qui ne connaissent pas les basiques de la gestion de crise. Donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, la théorisation de la gestion de risque s'était principalement concentrée sur la préparation aux situations d'urgence. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a d'autres phases, notamment l'atténuation, la réponse et le rétablissement. Souvent, ce qui se passe dans une gestion de crise, la préparation et l'atténuation de la crise se chevauchent. La phase de préparation, en soi, elle comprend tout ce qui est les plans politiques, procédures que vous allez mettre en place, les activités, la formation des salariés et des différents interlocuteurs et des exercices qui préparent. Alors, j'ai pris le terme communauté parce que je pense que c'est pas seulement au niveau de l'organisation en soi, mais ça peut être également vos prestataires, ça peut être vos clients. Tout le monde doit être préparé à interagir en situation de crise. Et donc, il faut pouvoir répondre aux urgences et se remettre en fait de la situation de crise. La phase de préparation en soi, elle ne se termine jamais. Il faut être préparé. C'est la clé de voûte d'une gestion réussie d'une situation d'urgence. Donc, normalement, c'est quelque chose qui s'auto-nourrit quelque part de par les situations pour ensuite toujours améliorer le processus de préparation. La réponse, c'est une phase d'intervention qui se produit généralement immédiatement après une urgence. Elle consiste à fournir une action d'urgence et à prévenir d'autres potentiels dommages additionnels qui peuvent être générés, notamment si la crise se poursuit. Elle peut être une phase à court terme où elle peut chevaucher le rétablissement si l'urgence continue de causer des dommages, typiquement ce qu'on a vécu lors de la pandémie. La récupération, c'est une phase qui commence peu de temps après la phase de réponse, à partir du moment où on a mis en place les efforts de réponse initiaux pour répondre à la situation. Le but du rétablissement est normalement de revenir à un niveau de fonctionnement basique, voire même initial, tandis que l'objectif est d'améliorer la situation à long terme. Donc cette phase, typiquement, elle comprend des activités telles que le nettoyage et l'allocation des ressources en cas de catastrophe naturelle. J'essaie de prendre des exemples concrets que vous puissiez vraiment vous refléter. Ou la reconfiguration des espaces de bureau, par exemple, comme on a pu voir lors de la pandémie. Donc, elle peut être, cette phase de récupération peut être décomposée en récupération à court terme, mais aussi récupération à long terme en fonction de la situation. L'atténuation. Donc ici, on vise plutôt à prévenir les dangers et à minimiser leur impact sur les personnes, les biens, les infrastructures, l'environnement, mais l'organisation en elle-même. Normalement, elle implique des activités préventives de gestion des urgences et elle est généralement liée au relèvement car les enseignements tirés des situations d'urgence incluent souvent l'atténuation. C'est aussi le moment, et c'est ce que j'essaye souvent de partager à mes clients, de s'inspirer de la crise passée pour améliorer les processus existants et anticiper la potentialité d'une récurrence. Malheureusement, on ne sait pas ce qui va se passer en termes de pandémie, c'est toujours possible que ça se passe à nouveau. Et je pense que c'est vraiment très important de prendre ce qui s'est passé lors du Covid-19 pour essayer d'anticiper une pandémie potentiellement future. Elle permet également, j'aime beaucoup cette expression, d'identifier les trous dans la raquette. C'est toujours au moment d'une crise qu'on réalise qu'il y a des trous dans la raquette, afin de mieux gérer la prochaine crise à venir. Typiquement, pour la pandémie, il y a pu avoir des trous dans la raquette dans votre organisation, mais c'est bien de travailler dessus parce que ça peut vous permettre d'anticiper pour un autre type de risque. L'approche classique de la gestion de crise, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je voulais quand même
vous donner ces aspects-là. Ça inclut en général la détection, la réponse, l'évaluation, le report, récupérer de la crise en soi, résoudre, et effectivement cet aspect de apprentissage et création de valeur ajoutée suite à l'incident. Pour la détection, ici, les questions que vous devez vous poser, c'est il est important de définir et de communiquer qui doit informer du risque, sous quel format et quels détails doivent être transmis, quelles mesures conservatoires doivent être prises pour limiter la propagation du risque. Typiquement, pour le Covid-19, ça a été assez simple. C'est le gouvernement qui nous a dit, bon, il y a un risque et vous devez prendre tel type de mesures. Mais vous pouvez avoir des situations de crise et de risque où typiquement, c'est votre organisation stricto sensu, du fait de son activité, de son industrie, de son exposition, qui peut être, on va dire, affectée par un élément extérieur. Et là, c'est à vous, en tant qu'organisation, d'identifier ce risque. Il ne faut pas toujours, on va dire, entre guillemets, penser que le gouvernement va vous informer de tel type de risque. Il y a aussi vraiment des vrais risques organisationnels sur lesquels vous devez faire un vrai travail d'identification. Ici, c'est très crucial pour moi, cette phase de détection, puisque sa réalisation est le déclencheur de la prise de conscience du risque. Sans elle, le risque est là, mais non connu et non géré par l'organisation. Et à ce moment-là, la vraie difficulté que les organisations doivent faire face, si elles n'anticipent pas ce risque, c'est qu'elles se retrouvent dans une situation typique de contrôle de dommages. Et en général, c'est une approche très, très compliquée à gérer. Il vaut mieux être plus proactif, essayer de se tenir au courant, avoir les bons prestataires, les bonnes sources d'informations pour pouvoir anticiper au mieux les risques et avoir une approche très, on va dire, réactive par rapport à la réalisation du risque, plutôt que de se retrouver à devoir subir complètement l'impact d'un risque. Répondre, ici, il faut déterminer si le risque est réel et si ce n'est pas un faux positif ou un faux négatif. Il faut faire aussi attention, des fois, il peut y avoir certaines situations où on pense qu'on est en risque, mais le risque n'est pas forcément réel de manière absolue. Et là, cette phase est aussi importante parce qu'en fait, c'est pour moi derrière la notion d'effort. Est-ce que le risque est vraiment réel? Et à ce moment-là, on fait l'effort de pouvoir bouger aux étapes suivantes. Si ce risque n'est pas réel, on peut tenir compte du fait que le risque a été identifié potentiellement, et c'est toujours bien, je trouve. Ça veut dire que les choses marchent au sein de l'organisation parce que quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme. Mais cette étape de définition de risque, de réalité du risque est super importante. Donc, il s'agit ici de déterminer ce qui a été compromis et quels domaines ont pu être impactés et doivent être rétablis. Typiquement, si on prend la cybersécurité, vous pensez que seul le domaine de la cybersécurité a pu être impacté? Pas forcément. Peut-être qu'éventuellement, votre service financier a pu être hacké et des virements ont pu partir sans votre connaissance, sans votre approbation, et ça génère un risque et il faut vérifier l'impact concret de ce risque. L'étape suivante, c'est l'évaluation. Ici, le salarié ou l'organisation a pu prendre éventuellement des mesures préventives, voire correctives. Mais ici, la focalisation, c'est vraiment de limiter le dommage et éventuellement d'éviter ou d'anticiper la récurrence du risque. Là, ça c'est un aspect assez important pour moi à vous mettre en exergue, notamment par rapport à ce qu'on va présenter sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'est pas parce que le risque est arrivé une fois et que vous avez réagi que ça n'arrivera pas à nouveau. Donc, il faut vraiment être sur le fait d'éviter et d'anticiper une récurrence de risque. Documenter, rendre compte, en général, c'est une étape que les organisations, peut-être notamment les PME, PMI, d'après ce que j'ai pu voir, n'ont pas forcément l'appréhension ou peut-être la possibilité d'affecter les ressources, mais c'est quelque chose quand même qui est assez important puisque ça permet de pouvoir bénéficier d'un retour d'expérience réelle et il peut y avoir éventuellement des impacts au niveau légal et réglementaire en fonction de la nature du risque. Typiquement, pour les données, la RGPD, vos données sont hackées, vous avez des données d'individus, vous devez prendre des mesures de sécurisation et d'information éventuellement de vos clients par rapport à ces données qui ont pu être corrompues. Donc la personne en charge de documenter ce risque au sein de l'entreprise variera, on va dire, en fonction du type de risque, bien sûr, mais il est important d'identifier une personne responsable de la documentation de cet aspect et qui se chargera de déléguer et de suivre la réalisation de cette étape. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce que dans le cadre de mes services de conseil,
je me suis rapidement rendu compte que, par exemple, pour la cybersécurité, forcément, on pense que c'est la personne qui est en charge de tout ce qui est aspect IT, cybersécurité, qui est en charge. Mais en fait, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui s'assure et qui fasse le suivi de la prise en charge de cet aspect. Et vous pouvez également avoir des situations, typiquement l'Ukraine en est le reflet, où vous avez un aspect peut-être de cybersécurité. Je pense qu'on a tous conscience que l'Ukraine et la Russie et ce qui se passe aujourd'hui est un vrai risque potentiel en termes de cybersécurité, mais pas que. Il faut éventuellement anticiper l'impact sur vos clients, sur vos flux commerciaux, sur vos capacités financières. Et donc, ça peut couvrir, on va dire, la problématique et le risque, on va dire, qu'on peut qualifier d'Ukraine, peut couvrir divers domaines. Donc, à ce moment-là, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un de dédié, qui a une vision globale et qui permet de dispatcher ces analyses en fonction des expertises. Donc, ce que je recommande, on va dire, suite à cette prise d'expérience de mon côté, c'est que ce soit le CEO ou le CEO ou la personne en charge de chapeauter les opérations qui fasse ce travail de dispatch vis-à-vis des différents experts. Récupérer, donc à ce stade, les preuves sont continuellement récupérées. Les preuves, quand je parle de preuves, c'est la situation de risque, quel est l'impact qu'il y a pu avoir. Elles peuvent être requises et utilisées ultérieurement dans une enquête voire une affaire judiciaire ultérieure ou pour des fins d'assurance. Donc faites extrêmement attention. Les assurances, je pense que tout le monde sait comment ça marche. Donc l'aspect documentation est extrêmement important à ce stade, notamment si vous avez une assurance qui vous couvre pour un risque considéré. Idéalement, les mesures sont mises en œuvre pour récupérer et revenir, on va dire, au stade de la situation avant l'occurrence du risque. Résoudre. Ici, il y a deux concepts extrêmement importants pour la résolution d'un incident. C'est les indicateurs d'attaque et les indicateurs de compromission. Donc, les indicateurs d'attaque sont les attributs d'une attaque qui peuvent être utilisés pour empêcher de futures attaques. Là, je vous avoue que c'est plutôt une vision peut-être un peu cybersécurité par rapport à ça. Et les indicateurs de compromission sont les signatures et les adresses IP des logiciels malveillants, les hackages MD5, des fichiers malveillants connus et les URL, par exemple, en matière de cybersécurité, typiquement. L'apprentissage et la création de valeur ajoutée à la suite de l'incident. Donc ça, c'est l'étape finale qui ne doit pas non plus être mise de côté. Donc tout incident devrait être documenté, catégorisé et analysé et revu par les personnes ayant un intérêt à la gestion de l'incident. Donc il doit alors être discuté au sein de l'organisation de ce que l'incident a pu apporter comme éclairage et comment, de par cette expérience, nous pouvons nous préparer et anticiper au mieux une situation similaire dans le futur. Pour moi, j'ai une approche plutôt de brainstorming parce que je considère toujours que l'ensemble des personnes qui ont subi et qui ont dû faire part dans une certaine mesure à la gestion de ce risque doivent être intégrées dans cette processus, on va dire, d'apprentissage et de création de valeur ajoutée. Donc, je recommande toujours un brainstorming a posteriori, quelques semaines après la gestion du risque, histoire d'avoir le temps de prendre du recul, effectivement, sur comment les choses se sont passées et comment elles ont été gérées. Et ici, l'optique est d'améliorer le plan de gestion du risque et de crise afin de s'assurer de vraiment capitaliser sur la situation. Alors, j'ai tenu à faire la distinction gestion de crise, gestion de risque, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Typiquement, la gestion de crise est dans l'instantané, le présent, et elle a pour objectif de limiter au maximum l'impact d'un risque qui s'est déjà produit. La gestion de risque, c'est l'anticipation d'un risque et la définition de la stratégie de l'entreprise pour gérer ce risque, sans que ce risque ait vraiment eu lieu, on va dire, sur l'instant. Par contre, même si le sujet d'aujourd'hui est la gestion de crise, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre gestion de crise et gestion de risque. Donc, j'ai tenu à vous définir et vous donner des approches sur la gestion de risque en soi, et puis parce que c'est toujours important. Donc, elle implique nécessairement d'identifier et de définir deux éléments cruciaux, la probabilité et la fréquence du risque considéré, le scope et la sévérité de l'impact potentiel de risque sur votre organisation. Alors ça, c'est un point que je souhaite vraiment mettre en exergue. La plupart des sociétés et certaines sociétés de conseil ont tendance à donner des solutions toutes données pour certaines organisations, mais ce qui est applicable pour une organisation n'est pas forcément ajusté pour la vôtre. Surtout que, en général, le plan d'action implique des actions à mettre en œuvre au sein de votre organisation et c'est là où, normalement, les ressources humaines ont une énorme valeur ajoutée.
C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les méthodes de gestion du risque soient cascadées et que chaque personne dans l'organisation soit impliquée dans la gestion de ce risque au quotidien. L'étape finale qui est extrêmement importante, c'est définir le coût potentiel de ce risque pour l'organisation. Vous avez forcément l'impact humain sur votre mobilier et immobilier, le retard vis-à-vis d'un projet et le risque de réputation. Typiquement, quand je suis amenée à faire des analyses de gestion de risque au niveau RH, les RH, on a l'habitude de penser qu'on est très axé sur optimisation des coûts salariaux. Pas forcément, ça dépend des stratégies des entreprises. Des fois, certaines situations, le risque va être vraiment, on va dire, conditionné à l'impact sur un projet. Et l'approche, si ce projet est vraiment critique pour l'organisation en soi, ça pourrait être le critère principal de définition du risque et de comment on gère le risque. Les stratégies, je pense que c'est important et parce qu'en fait, dans notre quotidien, même dans notre vie au quotidien, on gère un risque, mais on ne réalise pas forcément les 4 stratégies possibles de gestion du risque. La première, c'est l'évitement, l'acceptation, l'ajustement, et la dernière, c'est le transfert ou le partage. L'évitement, typiquement, c'est la décision qui est prise d'arrêter le service ou l'activité car cette dernière est trop risquée. L'acceptation, donc certaines activités sont centrales à l'organisation, et donc c'est trop critique, on va dire, d'arrêter cette activité. À ce moment-là, l'organisation accepte de prendre le risque en soi, en ayant conscience des conséquences. L'ajustement, ici, l'activité est ajustée afin de réduire la probabilité du risque ou de limiter ses conséquences. Mais pour cette approche, il faut faire extrêmement attention. Ici, en général, il est recommandé de faire des politiques ou des procédures pour s'assurer de l'effectivité de la gestion du risque, du fait qu'elle requiert des ajustements. Ces procédures et ces politiques, normalement, communiquent les attentes, définissent les actions, définissent aussi les responsabilités de chacun dans le cadre des ajustements à mettre en place. Là encore, souvent, les organisations mettent en place ce type de procédure à ce canton. Il faut travailler pour identifier s'il n'y a pas éventuellement des personnes extérieures à l'organisation qui vont faire partie de cette process de gestion du risque. Typiquement, si vous avez des prestataires qui travaillent avec vous sur certains aspects, il faut les intégrer dans cette stratégie de gestion du risque et dans ce plan d'action et leur communiquer. La dernière stratégie pour la gestion du risque, c'est le transfert ou partage. Typiquement, c'est la prise en charge du risque par le biais d'une autre organisation. On prend une assurance ou on délègue le risque à un prestataire. Donc ça, c'est tout l'aspect des basiques de la gestion de risque et de crise. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va passer au... Oui. Alors, hot topic pour les organisations. Là, j'ai pris le parti de vous raconter une histoire très personnelle parce que ça a été mon histoire dans le cadre de mon expérience en Inde. Et c'est une histoire qui, au départ, pour moi, n'avait pas du tout d'organisation à tout à l'époque, mais qui en fait a eu un impact énorme. Donc cette histoire, c'est la démonétisation qui a eu lieu en Inde le 8 novembre 2016. Donc le président Narendra Modi a décidé, nous a convoqué, on va dire, communication, et il nous a communiqué que du jour au lendemain, il enlevait de la circulation en Inde les billets de 500 et 1000 roupies. Ça correspond à peu près à 6 et 12 euros. Ici, c'est équivalent à quasiment 260 milliards de dollars américains qui ont complètement disparu de la circulation. Et ça représente 86% de la masse fiduciaire du pays. Ce qui s'est passé concrètement, à 20h, il nous a dit, à partir de minuit, les billets de 500 et 1000 roupies ne sont plus valables. Vous devez les amener à la banque pour les déposer sur et ça va mettre en place de nouveaux billets. Pour que vous vous rendiez compte, pour nous en tant que Français, c'est comme si d'un seul coup on se retrouvait à pouvoir payer en cash qu'avec des pièces de 20 centimes et 50 centimes. Le problème qui s'est passé,
c'est que là, j'ai mis une photo un peu pour illustrer, c'est que bien sûr, vous imaginez avec le nombre de personnes qu'il y a en Inde, tout le monde s'est retrouvé à devoir aller à la banque pour déposer son argent. L'Inde, à ce moment-là, était un pays qui comptait beaucoup sur le cash, on va dire, en espèces. Beaucoup de gens n'avaient pas de compte bancaire aussi, c'était la réalité du pays. Les paiements en carte bleue, Apple Pay, enfin Google Pay, ce genre de choses n'étaient pas du tout développés. Et les gens avaient vraiment le réflexe, un peu comme on peut avoir encore en Limousin pour certaines personnes, mais d'avoir typiquement 90% en cash, parce que de toute façon, les personnes n'avaient pas les machines pour faire les paiements en carte bleue ou en dématérialisé. Ça a généré des difficultés, d'autant plus que l'objectif, c'était en fait d'enlever ces coupures pour gérer tout l'aspect, bien sûr, d'argent sale. Le fait aussi que les Indiens géraient tout en cash, donc forcément, il n'y avait pas de traçabilité sur les paiements, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'imposition. Donc, M. Modi s'est dit, j'oblige les gens à remettre l'argent au niveau des banques pour pouvoir suivre cet argent, pour pouvoir générer la taxation et suivre, on va dire, où est-ce que l'argent peut aller. Le problème, c'est que vous savez qu'il y a pas mal de corruption en Inde. Je pense que tout le monde en a conscience. Il en avait conscience. Ce qui fait qu'il y avait seulement 5 personnes au niveau du gouvernement indien qui étaient au courant de cette décision de retirer les billets de la circulation. Le corollaire, c'est que les nouveaux billets n'avaient pas été préparés. Le corollaire, c'est qu'ils ont fait des billets, mais ils n'ont pas anticipé le fait que les billets avaient une nouvelle taille, ce qui fait que les distributeurs de billets n'étaient pas en mesure, même si les billets étaient émis au fur et à mesure, les distributeurs de billets n'étaient pas en mesure de distribuer ces billets. Et il a fallu changer quasiment 700 000 distributeurs en plusieurs années, imaginez bien. Le corollaire, ça veut dire que les gens aussi se précipitaient forcément en banque pour déposer de l'argent, mais aussi pour en récupérer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de limiter le nombre, le montant qui pouvait être retiré chaque jour, c'était l'équivalent à 40 €. Vous imaginez bien que ça a créé beaucoup de difficultés. Au fur et à mesure, justement, typiquement, il a accepté que les agriculteurs puissent payer leurs semences en liquide avec les anciens billets, parce que sinon, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir faire les plantations de riz, etc. Et ça pouvait avoir un impact trop important sur l'agriculture. Mais la vraie conséquence que mon organisation, les gens avaient besoin de l'argent pour s'acheter à manger, pour vivre au quotidien. Et ils faisaient des heures et des heures de queue aux distributeurs et aux banques. Ce qui fait que pendant plusieurs jours, les bureaux étaient vides. Les salariés ne venaient pas travailler. Les projets ont été compromis. Suite à ça, réunion de crise, gestion de crise typique, qu'est-ce qu'on fait? Donc des schémas, on va dire, ont été mis en place pour qu'il y ait des sortes de relais au sein des équipes, pour qu'il y ait toujours un service minimum. L'autre décision qui a été prise par Atos, c'est de carrément mettre en place avec les banques des distributeurs au sein des bureaux d'Atos pour que les gens... Il y avait toujours de la queue. Moi, je me suis retrouvée à faire 3 heures de queue pour récupérer l'équivalent de 40 €. Mais j'ai fait 3 heures de queue au lieu de passer la journée, on va dire, à la banque et à ne pas travailler. Donc concrètement, c'est pour moi plusieurs semaines. Chose complètement extrinsèque à l'organisation, politique, mais qui a un impact clair et net et sur lequel on a dû travailler parce que sinon l'ensemble des projets ne pouvaient pas bouger pendant cette période. Donc voilà l'histoire que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ça. Je pense que c'est toujours important de suivre ce qui se passe dans notre monde. Tout le monde est interconnecté et ce qui peut vous paraître comme extrinsèque peut avoir potentiellement un impact et il faut essayer d'être un petit peu proactif par rapport à ça. Alors, j'ai essayé de développer une petite boîte à outils. Je vais vous présenter ce que j'ai mis en place. Donc, au niveau de boîte à outils, alors, pour moi, c'est des actions possibles. Mais comme toujours, il faut d'abord analyser votre organisation, analyser votre activité, analyser vos ressources humaines.
Et typiquement, la gestion de crise consiste à gérer les événements perturbateurs et imprévus qui peuvent affecter négativement votre organisation. Cette gestion englobe également la planification et le suivi de la stratégie nécessaire pour préparer et mettre en œuvre les mesures nécessaires à la gestion d'une crise. Donc, dans ma boîte à outils, en général, je propose un plan de gestion de crise qui est spécifique à l'organisation. Et typiquement, il faut commencer par identifier les différents types de crises et les impacts potentiels sur votre organisation. Ensuite, identifier les actions nécessaires pour répondre efficacement et les personnes responsables de ces actions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je pense que quand on est en PME, PMI, on a une certaine agilité, mais parfois, cette agilité peut générer une dilution de la responsabilité. Et parce qu'on a, on va dire, un grand Manitou qui gère tout, on fait confiance à ce grand Manitou et réciproquement, ce grand Manitou fait confiance aux petites mains. Mais il faut communiquer, il faut identifier les acteurs, qui est responsable à quel niveau. Et ce plan doit également expliquer comment résoudre chaque type de crise et former ces personnes impliquées dans le plan. La formation est extrêmement importante. Alors, dans le sens, je ne pense pas qu'on puisse avoir une formation absolue à la gestion de crise, mais certains réflexes peuvent être mis en place et surtout, il faut que ça soit entretenu. La spécificité à la gestion de crise, c'est que vous pouvez également prévoir un plan de continuité de l'activité. Donc ici, c'est vraiment l'objectif d'assurer la continuité de vos activités et ce, pendant la crise. Donc typiquement, à ce moment-là, les questions qu'on se pose, c'est comment prévoyons-nous de nous assurer que les opérations commerciales ne soient pas interrompues? Imaginons, je ne sais pas, demain, l'Internet est complètement coupé en France. Vous n'êtes plus en mesure de contacter vos clients par email. Quel est votre plan backup pour pouvoir les contacter? Est-ce que vous avez un répertoire téléphonique? Est-ce que vous avez une autre solution, on va dire? Par exemple, pour cet aspect Internet, à l'heure actuelle, avec un de mes clients, on est en train de voir pour avoir des accès pour des communications satellitaires à activer dans l'hypothèse où l'Internet puisse être coupé à un moment ou à un autre. Pour que dans ce cadre, il y ait un minimum de l'activité qui puisse être maintenue par ce biais-là. Si les opérations doivent être interrompues, comment s'assure-t-on qu'ils soient interrompus le moins longtemps possible, bien sûr? Et dans le cas où nous souffrons d'une sorte d'urgence, comment allons-nous continuer dans une capacité peut-être plus limitée et que ferons-nous? Peut-être que ferons-nous pas? Quelles sont nos priorités à un moment donné? Je pense que par rapport à une situation classique de gestion d'une organisation, il faut identifier qu'est-ce qui est absolument prioritaire et qu'est-ce qu'il faut essayer de garantir de manière absolue et qu'est-ce qui, en situation de crise, est moins prioritaire. Où allons-nous le faire aussi? Avec qui devons-nous entrer en contact et quelles relations devons-nous mettre en place pour que tout cela se produise? Donc ça, c'est vraiment, je vous donne quelques premières pistes de réflexion où je pense que chaque organisation devrait se poser des questions quand elle commence à réfléchir à la situation de gestion de crise. En termes de format, je pense que c'est important d'en discuter. Il faut définir la stratégie et donc les process pour maintenir ces aspects importants d'une organisation en marche si elle est affectée par un risque. Il faut, je pense, distinguer s'il y a un risque de catastrophe naturelle, un incendie, une perte de puissance, typiquement, par là, je voulais dire surtout les risques éventuellement électriques. Je pense qu'on se rend compte qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir des potentiels problèmes électriques. Un de mes clients en Pologne commence à se poser la question, par exemple. Un événement géopolitique ou encore une autre perturbation, typiquement la pandémie. Le plan de continuité d'activité peut inclure des plans pour les interventions de sauvegarde, les systèmes, et même définir des employés de sauvegarde. Typiquement, j'ai un de mes clients, il est dans le domaine militaire. Pour certaines activités, il est obligé d'avoir des employés qu'on appelle de sauvegarde et qui seront forcément, qui auront accès à cette mode de communication satellitaire parce que c'est trop critique que ces personnes doivent absolument être toujours en mesure de participer à l'activité dans une certaine mesure. Donc ici, typiquement, tout comme la gestion des incidents, les RH doivent être impliqués dans cette planification. Pourquoi? Parce que pour moi, ça doit être défini dans le cadre de la job description, des responsabilités et des plans de formation et de la stratégie de l'organisation.
Donc, les employés seront forcément touchés et couverts par ces stratégies. Et s'il y a quelque chose de si perturbateur, on va dire, qu'une crise, forcément, cela va impacter leur capacité à travailler. Donc, il faut les préparer à cette potentialité-là. Quelque chose d'un peu différent, là, c'est le plan de reprise de l'activité. Donc là, c'est la reprise après sinistre. Et ici, c'est un peu plus tactique quelque part, puisque c'est comment revenons-nous à la normale. Si tant est possible, qu'on puisse revenir à la normale. Donc, que devons-nous faire très précisément pour rétablir les opérations telles que nous les connaissions avant l'urgence? Par exemple, pour une cyberattaque, est-ce que par rapport au sauvegarde système, c'est vraiment la première chose à laquelle vous devez penser lorsque vous abordez la situation de reprise de l'activité? Ici, il y a une vraie différence par rapport à ce que je vous avais présenté précédemment entre ce qu'on appelle, alors j'ai gardé les termes américains, mais business continuity, business recovery. Ici, c'est les tests qui sont vraiment un différenciateur entre la planification de la continuité des activités et la reprise après sinistre. Car on ne teste pas la continuité des activités de la même manière que la reprise après sinistre. Le conseil que je donne toujours à mes clients, parce que malheureusement, quand on est PME, PMI, il faut définir des priorités. Pour moi, si quelque chose doit être priorisé entre ces deux types de process, il serait recommandé de prioriser la reprise d'activité. Après, s'il est possible d'avoir, on va dire, de l'effort, on peut faire les autres types de plans, mais vraiment la reprise d'activité est primordiale. Et il faut s'assurer que les processus fonctionnent réellement quand ils sont nécessaires. Là, je vous ai mis la distinction plan de continuité, plan de reprise. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment très visible, mais c'est quelque chose d'un peu plus focus si vous êtes intéressé sur la distinction stricto sensu. L'autre élément de la boîte à outils, c'est le processus de gestion de l'incident. Donc, c'est le processus de détection, de réponse, de résolution et de prévention d'un futur problème de sécurité. Le plus souvent, c'est une approche par étapes et qui est fait par une équipe multiservice. Ma recommandation, même si le point focal d'une réponse peut être technique, il faut toujours inclure les ressources humaines dans la gestion des incidents par rapport à l'impact que cela peut avoir. Donc, typiquement, une équipe d'intervention devrait comprendre, alors ça c'est ce que les grandes entreprises mettent en place, après il faut essayer de dupliquer ça et d'ajuster pour les PME, PMI, mais typiquement vous avez le service informatique, sécurité, tout ce qui est installation, ressources humaines, légales, les relations publiques, parce que la communication est toujours extrêmement importante en situation de crise, et bien sûr tout ce qui est gestion. Quand j'entends gestion, c'est opération et l'aspect aussi éventuellement financier. Donc, pour un processus de gestion de l'incident, il faut désigner les rôles au sein de l'équipe. Et idéalement, je recommande toujours d'identifier un commandant référent de l'incident. Typiquement, lors d'une cyberattaque, le commandant peut être le responsable de la sécurité de l'information, le directeur informatique ou un rôle similaire. Par contre, si le risque est relatif à un incendie, à ce moment-là, ça sera plutôt le directeur des installations ou la personne en charge de la sécurité. Donc ici, la gestion des incidents est étroitement liée au process de business continuity et disaster recovery qu'on a vu précédemment. Idéalement, pour assurer une certaine cohérence et limiter, on va dire, limiter l'effort et faire en sorte que ça soit efficace d'une manière optimum, tous ces outils doivent être gérés et définis en même temps. Donc ici, le référent de l'incident, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment l'acteur clé du processus décisionnel au sein d'une organisation. Selon la taille de l'organisation, ils peuvent être plusieurs afin d'avoir comme une sorte de système collégial ou encore interagir en fonction de domaines d'expertise. De manière générale, ils sont censés anticiper les futures catastrophes et prendre des mesures préventives et préparatoires pour préparer l'organisation à ce risque. Concrètement, pour les PME, PMI, ce que je recommande, c'est d'externaliser cette activité et de bénéficier de la veille d'un expert. Mais le point de vigilance, c'est de toujours faire en sorte que ce prestataire ait un lien, on va dire, récurrent et profond à l'organisation pour qu'il ajuste son conseil en fonction des spécificités de votre organisation. Donc là, c'est des considérations générales. Je pense que si vous êtes intéressé, vous pourrez lire, parce que je partagerai
après, mais le point que je veux vraiment mettre en avant, c'est la stratégie de communication. Ici, il faut s'assurer que l'ensemble des acteurs soient informés. Je pense que vous l'avez compris dans ce que j'ai déjà développé. Mais également, je trouve que l'aspect rassuré est extrêmement important. Après, il faut être réaliste. Des fois, c'est difficile de rassurer, surtout quand la crise est toujours en cours et qu'on n'a pas d'anticipation possible, on va dire, sur la fin et les modalités de ce risque. Mais c'est extrêmement important. Et ici, pour moi, c'est l'information client, l'information prestataire, l'information des autorités administratives éventuellement, et l'information des salariés. Un plan de communication, ça ne doit pas seulement prévoir de communiquer, il faut également prévoir si la crise peut générer une situation d'impossibilité de communiquer, comme on avait parlé précédemment. Comment prévenir si l'Internet est coupé? Comment êtes-vous sûr d'avoir les numéros de téléphone personnels de vos salariés pour pouvoir les joindre? Et effectivement, anticiper quel serait l'impact si éventuellement le téléphone serait coupé et il serait injoignable. Est-ce que la ressource, on va dire, considérée, vous devez absolument, quoi qu'il arrive, la contacter? Typiquement, l'exemple que je vous ai donné précédemment dans le domaine militaire, ces personnes ont un téléphone spécifique avec communication satellitaire pour pouvoir être contactées quoi qu'il arrive. Pour moi, dans la boîte à outils, j'ai indiqué un risque, une crise ne peut être gérée s'il n'est pas identifié. Je trouve que c'est extrêmement important parce que le temps de réponse sont essentiels pour mettre en place effectivement le plan d'urgence et le plan de réaction. Mais il faut s'assurer d'avoir toutes les chances de pouvoir identifier ce risque. Donc ici, j'ai mis quelques questions, peut-être plus de réflexion. Quelles sont les pratiques techniques en matière de cybersécurité que vous avez mis en place? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pouvez être au courant s'il y avait éventuellement une menace terroriste dans votre région? Est-ce que votre salarié qui peut se déplacer vers un client typiquement au Moyen-Orient ou même, je ne sais pas, à Strasbourg, à Paris, devra faire face à un risque? Est-ce que vous êtes en mesure d'être informé de ce risque? Existe-t-il des prévisions météorologiques, par exemple pour une tempête ou une inondation? Et est-ce que ça peut impacter votre localisation? Est-ce que vous êtes en mesure d'être informé? Typiquement, c'est le genre de questions que vous devez vous poser. Ici, ce que je recommande en général, c'est de prendre un prestataire. Certains prestataires sont très très bons pour identifier les risques. Vous identifiez quelles personnes au sein de votre organisation doivent être au courant pour ce type d'alerte. Et ensuite, ces personnes, généralement, doivent identifier si ce risque a un impact sur votre organisation et si c'est le cas, prendre des mesures correctives et anticipatives, dans la mesure du possible, pour répondre à ce risque. Donc ici, je vous ai parlé des prestataires. Je pense que aussi ce qui est important, c'est d'inculquer une culture de responsabilité auprès des salariés. Chacun, à leur échelle, ils ont un rôle potentiel d'alerte et d'identification du risque. Et ils doivent donc remonter cette information le plus rapidement possible au référent gestion de crise. Et ça, forcément, ça implique que vous ayez communiqué, que vous ayez défini quel est le référent gestion de crise. Typiquement, ce que je recommande, mettre le numéro sur une petite carte sur chaque bureau de chaque personne quand ils sont présents physiquement, pour si le jour arrive, qu'il n'ait pas à chercher et qu'ils aient spontanément l'information et le contact de la personne référente au sein de l'organisation. Ça se rejoint avec l'inclusion des salariés qui, pour moi, est très importante. Par exemple, si on prend les exercices d'évacuation d'urgence, des exercices d'entraînement doivent avoir lieu. C'est exactement la même chose avec la cybersécurité. Vous devez régulièrement faire des formations auprès des salariés. Ajuster aussi, parce que en cybersécurité, les modalités techniques évoluent, les risques évoluent aussi. Donc forcément, ça signifie une mise à jour permanente. Donc idéalement, le plan d'urgence doit intégrer la prise de contact avec les autorités compétentes, les prestataires qui peuvent gérer et résoudre la crise. Un exemple que je peux vous donner de manière concrète, un de vos salariés va faire de la prospection au Moyen-Orient. Il faut qu'il sache s'il se passe quelque chose pour lui, qui contacter. Typiquement, il a un problème de santé. Est-ce qu'il est couvert avec une mutuelle? Comment il fait? C'est ce genre de situations qui doivent être anticipées. Donc, prendre des dispositions avant la menace d'une crise facilite les délais de réponse. Les RH peuvent organiser des forums pour discuter de la sécurité, des rôles de leadership et des modes de communication en temps de crise qui seront en corrélation avec les plans et process établis au niveau stratégique.
Voilà pour l'aspect gestion de crise. Des questions? Bon, si c'est pas secret, il y avait combien d'employés chez Atos en Inde dans la gestion de crise qui ont été impactés par la crise? On était 6000. On était 6000, sachant que une partie était déployée à l'étranger, puisque c'est le schéma de fonctionnement d'Atos, et une grande partie travaillait sur des projets avec des schémas de 3-8 en fonction de la localisation des projets. Ceux qui travaillent aux US s'ajustaient, on va dire, par rapport à la différence de décalage horaire. Donc, on n'a jamais, on va dire, 6000 employés en même temps dans les bureaux. Par contre, forcément, ça a eu une criticalité pour les projets qui étaient déployés, on va dire, avec un décalage horaire très très proche avec l'Inde, puisque les personnes n'étaient pas là pour gérer. Et effectivement, ce qui était très très compliqué, c'est qu'il fallait se présenter à la banque, montrer sa carte d'identité ou son passeport pour mon cas, pour pouvoir retirer de l'argent. C'était limité à 40 € par jour, ce qui n'est pas non plus énorme quand vous savez que tout doit être payé par cash, votre facture d'électricité, votre facture de gaz, votre Internet, votre téléphone, tout se payait vraiment pas par cash. C'est vraiment une culture qui n'était pas dématérialisée. Après, ça a été l'occasion de développer les paiements dématérialisés en Inde. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, le temps de la crise, ça a développé. Et après, les Indiens sont revenus à l'aspect cash. Et parce que je pense qu'il y a une culture aussi de manque de confiance au niveau des banques. Et puis une culture aussi, malheureusement, je pense que M. Modi pensait résoudre le problème, mais il ne l'a pas forcément résolu, puisqu'ils sont repartis dans une dynamique de payer en cash pour éviter les taxations de type TVA. Ok. Et si c'est bon pour vous, on va faire une petite pause et puis on abordera l'aspect cybersécurité après.